J'avais 16 ans quand ma mère s'est plantée dans l'encadrement de ma chambre et m'a dit que j'étais stupide. Pas au milieu d'une dispute, pas par frustration. Ce n'était pas un lapsus ou quelque chose que j'avais mal compris. Elle l'a dit comme si c'était un fait, comme si c'était quelque chose qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Tu es stupide, Kevin. Tu ne peux plus vivre ici. C'est la chambre de ta demi-sœur maintenant. Je suis resté assis là pendant une seconde. J'ai cligné des yeux. Les mots me paraissaient étranges, comme s'ils rebondissaient dans la pièce avant d'atterrir. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une mise à pied ou un commentaire passif-agressif. C'était un ordre. Et derrière elle, presque comme s'il attendait un signal, Greg, mon beau-père, est apparu avec une canette de bière bon marché dans une main et un sourire idiot sur le visage. C'est bien ça, a-t-il crié depuis le couloir. C'est un endroit pour notre famille. Ma mère a gloussé comme si c'était la chute d'une sitcom. Je ne pense pas avoir réagi au début. J'ai juste regardé autour de moi. Ma chambre, mes affaires, mon lit, les posters que mon père m'avait aidé à accrocher quand j'avais 10 ans étaient toujours au mur. Mes chaussures étaient toujours rangées sous le bureau. Ça ne semblait pas réel, mais je savais qu'il ne fallait pas discuter. Je me suis levé, j'ai attrapé mon sac à dos et mon sac de voyage, et j'ai commencé à y jeter mes vêtements. J'ai pris mon ordinateur portable, quelques cahiers, un casque, un chargeur. J'ai même pris la photo de mon père sur la table de chevet sans réfléchir. Ma mère n'a rien dit. Greg a bu une autre bière et est retourné au salon. C'était tout. 1 an plus tôt, je n'aurais jamais pensé que ce serait ma vie. Mon père est mort dans un accident de voiture quand j'avais 15 ans. Il était tout pour moi. Honnête, intelligent, toujours à réparer des choses, toujours à travailler. Ma mère a beaucoup pleuré les premières semaines. Puis elle a arrêté de pleurer. 3 mois plus tard, elle a ramené Greg à la maison. Elle a dit qu'elle l'avait rencontré lors d'un barbecue communautaire comme si c'était le destin. Il a emménagé la semaine suivante. Il a amené sa fille Alay, qui avait 18 ans, et qui essayait surtout de se faire discrète jusqu'à l'université. Ce n'était pas elle le problème. On ne se parlait pas beaucoup, mais on ne se disputait pas. Elle était juste là à observer. Greg n'a jamais travaillé. Il disait qu'il était entre 2 emplois, mais il n'en a jamais cherché un. Il s'asseyait dans le garage, fumait, buvait et parlait du bon vieux temps. Il dépensait de l'argent comme si ça venait de nulle part. Mais ça venait de ma mère, qui avait commencé à s'habiller différemment, à agir différemment, comme si elle était dans une sorte de redémarrage de sa vie. Elle a arrêté de mentionner mon père, a enlevé ses photos, a vendu ses outils, même sa chaise préférée a disparu. Il a fallu 1 an, mais elle a fini par me mettre à la porte. J'ai marché les 3 kilomètres jusqu'à la maison de mon oncle Ray, sans même appeler avant. Je n'avais nulle part où aller. Il a ouvert la porte, a vu mon sac, et a juste dit « Entre ». Pas de question. Il m'a donné des restes de spaghettis et m'a laissé dormir dans une chambre d'amis au-dessus de son garage où il gardait du vieux matériel de pêche et quelques vieilles pièces de voiture. Le lendemain matin, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté assis tranquillement, les bras croisés, écoutant chaque mot. Puis il a demandé, « Tu sais, la maison est toujours au nom de ta mère, n'est-ce pas ?» Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Bien sûr que oui. Mon père lui avait tout laissé. La maison, la voiture, l'argent. Mais Ray s'est penché en avant, les yeux perçants. Elle est responsable de la maison, pas Greg, pas n'importe qui d'autre, et le testament de ton père avait des conditions. J'ai aidé à les écrire, a-t-il expliqué. La maison était dans une fiducie avec des clauses pour me protéger. Si ma mère se remariait et essayait de me mettre à la porte, il y aurait des conséquences légales. L'oncle Ray avait des papiers, les noms d'avocats, tout. Il est temps de se venger, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Je suis resté assis là et j'ai essayé d'assimiler tout ça. Au début, je n'étais pas sûr de vouloir me venger. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont ma mère avait ri. De la façon dont Greg avait l'air si fier de lui, comme s'il avait enfin pris le contrôle. 4 jours plus tard, l'oncle Ray a appelé, pas à eux, non, au fiduciaire, à l'avocat qui avait aidé à rédiger l'accord. Il a mis la machine en marche, il m'a dit qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne réalise ce qui allait arriver. Et comme il l'avait dit, 4 jours plus tard, ils se sont présentés sur le porche de l'oncle Ray.
Ma mère ne ressemblait plus du tout à la femme qui s'était moquée de moi pendant que je faisais mes bagages. Elle pleurait, ses cheveux étaient en désordre, elle criait mon nom comme si ça allait tout arranger. Greg était derrière elle, les yeux rouges et en colère, serrant toujours la canette de bière comme si c'était la seule chose qui lui restait. Elle a crié, « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais c'était déjà fait. Les papiers avaient été déposés. Le processus avait commencé, et Greg? Eh bien, Greg allait perdre beaucoup plus que son simple réfrigérateur à bière. Ce n'était que le début. L'oncle Ray ne rigolait pas. Au moment où ma mère et Greg se sont présentés sur son porche, il avait déjà rencontré un avocat 2 fois. Je ne réalisais pas à quel point les choses pouvaient aller vite avant de voir les documents imprimés sur la table de la cuisine de Ray. Le nom de ma mère était partout. Le mien aussi. Tout comme le mot « rupture ». La maison avait été placée dans une fiducie après la mort de mon père. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifiait. Il s'avère que cela signifiait que ma mère ne pouvait pas simplement me jeter comme un déchet. La maison était techniquement à elle pour y vivre, mais pas pour la contrôler comme elle l'entendait. Si j'étais mis à la porte avant mes 18 ans sans raison valable, cela déclencherait une clause qui permettrait la saisie. En termes simples, si j'étais dehors, ils étaient dehors. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils arrivaient. Le vieux pick-up de Greg crachait de la fumée. Un des phares était éteint. Il s'est garé comme s'il était prêt à se battre avec quelqu'un. Ma mère a couru vers la porte comme si elle pouvait pleurer pour s'en sortir. Quand Ray a ouvert, elle a essayé de le dépasser. Il n'a pas bougé. Elle a commencé à crier mon nom. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit que ce n'était pas juste. Je suis resté en haut à regarder par la petite fenêtre qui donnait sur l'allée. Elle avait l'air bouleversée. Greg non. Greg avait l'air enragé. L'oncle Ray est sorti sur le porche et a croisé les bras. Il n'a pas crié. Il lui a juste calmement expliqué ce qui s'était passé, que la fiducie avait été violée, que l'avocat était d'accord, que ça irait devant les tribunaux et que l'issue ne serait pas favorable à l'alcoolique parasite qu'elle avait épousé. C'est là que Greg a craqué. Il est monté à l'assaut des marches, une bière à la main, crachant des mots comme absurde, et vous êtes en train de tout gâcher. Il a essayé de pousser Ray, ce qui n'a pas fonctionné. Ray est un grand gaillard. Il a passé la majeure partie de sa vie à soulever des moteurs et de la ferraille. Il n'a pas bronché. Greg a trébuché en arrière, a laissé tomber sa bière, et a commencé à crier si fort que les voisins sont sortis. « C'est ma maison », a-t-il crié. Ray a souri. Pas un sourire heureux, plutôt le genre qu'on a avant de casser quelque chose de cher. « Non, Greg », a-t-il dit. Elle ne l'a jamais été. Ma mère s'est effondrée sur une des chaises sur le porche, sanglotant. Greg est retourné au camion et a donné un coup de pied dans la porte assez fort pour la cabosser. Allée était sur le siège passager, regardant droit devant elle. Elle n'a pas dit un mot. Je ne pense pas qu'elle ait même cligné des yeux. Après leur départ, Ray m'a regardé et a dit « Maintenant, on attend ». Une semaine plus tard, son avocat a appelé l'oncle Ray. Il a essayé de négocier. Il a dit qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement. Il a dit qu'il pourrait peut-être me laisser visiter la maison, garder la paix. Ray a ri et lui a dit de relire les papiers. Il n'y aurait pas de compromis. Le tribunal avait déjà reçu la requête. Puis le vrai chaos a commencé. Greg a commencé à se montrer ivre dans des endroits aléatoires, devant le magasin de Ray, même à mon école une fois. La sécurité a dû l'escorter hors du campus. Il n'arrêtait pas de crier qu'on était en train de lui voler sa vie. Qu'il avait construit cette maison. L'homme n'a jamais payé une seule facture de service public, mais tout d'un coup, il était la victime. Maman a commencé à faire exploser mon téléphone avec des textos. Des excuses. Des versets bibliques, des photos de moi quand j'étais enfant, puis des chantages affectifs, puis des menaces, puis des excuses à nouveau. Je n'ai pas répondu. Ray m'a dit de ne pas le faire. Laissez le processus suivre son cours. Elle m'a envoyé un message une fois. Juste une ligne, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. La date du procès a été fixée. La maison serait expertisée et préparée à la vente. Ils allaient la perdre. Et plus la date approchait, plus Greg devenait instable. Ma mère craquait sous la pression. Elle a manqué le travail, a eu un accrochage dans l'allée, a pleuré en public. Mais Ray et moi,
on a continué. Chaque document, chaque réunion, chaque signature nous rapprochait. Et le meilleur? Il ne connaissait toujours pas la deuxième clause. Ray a dit qu'on attendrait le dernier jour pour leur dire. Le détail qui ferait de tout ça plus qu'une simple vengeance. Celui qui le rendrait permanent. Et j'étais prêt. À la 3e semaine, l'humeur de Ray avait changé. Il était constamment au téléphone, traitant avec des avocats et des inspecteurs, coordonnant tout comme s'il planifiait une opération militaire. J'allais toujours à l'école, je faisais toujours semblant d'être un enfant normal devant tout le monde. Mais chaque après-midi, je rentrais à la maison avec de nouvelles mises à jour, des rendez-vous manqués par ma mère, des messages vocaux en colère de Greg laissés sur le téléphone du magasin, des avis juridiques envoyés à leur porte. Le meilleur, c'est qu'il ne voyait pas la situation dans son ensemble. Il pensait qu'il se battait juste pour garder la maison. Il n'avait aucune idée qu'il y avait une deuxième clause dans la fiducie, une clause que même l'avocat avait initialement négligée jusqu'à ce que Ray la repère. Elle stipulait que si ma mère se remariait et que son conjoint bénéficiait financièrement de la propriété pendant que j'étais encore mineur, la totalité de la succession pouvait être contestée. Cela signifiait tout, les économies, la voiture, la maison, tout ce qu'elle avait reçu de mon père. Et comme Greg n'avait pas travaillé un seul jour, qu'il y vivait gratuitement, qu'il conduisait la voiture de mon père, qu'il utilisait ses outils et qu'il avait même indiqué l'adresse sur ses papiers de chômage, ça comptait. Tout comptait. On avait des preuves. Ray avait des photos, des dates, même un bon de livraison signé pour un jeu de pneus que Greg avait commandé et installé avec l'ancienne carte de crédit de l'atelier de mon père. Il allait les enterrer. Ray a attendu une semaine avant la date finale du procès pour leur dire. Il a appelé leur avocat lui-même. Il a dit qu'il allait déposer une requête pour étendre la plainte à l'ensemble de la succession. Je l'ai regardé passer l'appel depuis le bureau du magasin. Quand il a raccroché, il s'est tourné vers moi et a juste dit, « Ils sont sur le point de passer à la vitesse supérieure. » Il n'avait pas tort. Ce soir-là, Greg est revenu au magasin. Cette fois, il n'est pas resté dehors. Ray était parti chercher des pièces, et j'étais seul dans le bureau à travailler sur un devoir pour l'école quand j'ai entendu le fracas, le verre se brisait fort comme une bouteille jetée contre du métal. J'ai regardé les écrans. Greg était à l'intérieur de la clôture. Il avait brisé la vitre latérale du garage et se promenait en trépignant comme s'il était chez lui. J'ai attrapé le vieux pied de biche que Ray gardait derrière la porte et je n'y ai même pas pensé. Au moment où je suis sorti, Greg avait renversé une étagère d'enjoliveur et crié mon nom. « Sors ici, espèce de petit bâtard. » Je n'ai rien dit, je suis juste resté dans l'ombre jusqu'à ce qu'il se retourne. Puis j'ai appelé Ray. Greg est là. Il a forcé l'entrée. Ray n'a pas hésité. Ferme le bureau à clé. J'appelle la police. 6 minutes plus tard, j'ai entendu les sirènes. Greg jetait toujours des choses pendant qu'ils arrivaient. Il a essayé de se battre avec le premier policier. Mauvaise idée. Ils l'ont plaqué dans un tas de tuyaux d'échappement mis au rebut et l'Y ont attaché avec des serre-câbles. J'ai regardé tout ça depuis la trappe du toit, accroupi derrière une ventilation. Quand Ray est revenu, Greg était déjà à l'arrière de la voiture de patrouille, le visage rouge et criant. Je pensais que Ray se réjouissait, peut-être le narguaïl, mais il est juste resté là, les bras croisés, et l'a regardé se faire emmener. Le lendemain, ma mère est venue seule. Elle n'a pas frappé. Elle est juste restée dehors devant le magasin, l'air perdu. Je suis resté à l'intérieur pendant que Ray sortait à sa rencontre. Je pouvais l'entendre par la fenêtre, supplier, parler vite, jurer qu'elle ne savait pas que Greg ferait une chose pareille, que je lui manquais, qu'elle voulait juste parler. Ray l'a laissé parler. Puis il lui a dit qu'elle devait trouver un nouvel endroit où vivre. Il lui a dit que la demande avait été déposée. Il lui a dit que la seule raison pour laquelle on ne réclamait pas de dommages et intérêts, c'était parce que je lui avais demandé de ne pas le faire. Elle s'est effondrée là, dans le gravier. Ce week-end, le shérif est venu signifier l'avis d'expulsion. Allez a ouvert la porte. Elle n'a pas résisté. Elle a juste acquiescé, a pris les papiers et a fermé la porte. Greg n'était pas à la maison. Il était toujours en prison, accusé de cambriolage, de vandalisme et d'agression contre un agent de la paix. La date du procès est arrivée. Ils ne se sont même pas présentés. Le juge a statué en notre faveur. 2 semaines plus tard, ils étaient partis. Je suis rentré de l'école un après-midi, et Ray m'a conduit à la maison.
Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, plus vide. La pelouse n'avait pas été tondue depuis des semaines, et une des lumières du porche était cassée, mais c'était calme. On a visité la maison pièce par pièce. Mon ancienne chambre était vide. Ale avait enlevé ses posters. Les murs avaient encore de vagues contours carrés là où mes étagères étaient. Le salon sentait encore la bière. Ray m'a donné les nouvelles clés. Elle est à toi maintenant, gamin. Mais je n'ai pas souri. Pas vraiment, parce que la vérité, c'est que je n'en voulais plus. Pas encore. Et même s'ils étaient partis, quelque chose me disait que je n'avais pas fini d'entendre parler de Greg. Pas du tout. Je n'ai pas réemménagé tout de suite. Même si la maison était légalement à moi et que Greg était hors de l'équation, quelque chose dans cet endroit ne me plaisait pas. Ce n'était pas juste le silence ou les taches sur la moquette ou l'odeur persistante de fumée dans le garage. C'étaient les souvenirs, et pas les bons. L'oncle Ray ne m'a pas fait pression. Il m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais. J'ai continué à aller à l'école, j'ai continué à vivre avec lui, à dormir en haut au-dessus de l'atelier, le faible bruit des outils qui s'entrechoquaient chaque nuit quand Ray travaillait tard. Mais environ un mois après avoir gagné le procès, quelque chose a changé. J'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je ne répondrais pas, mais cette fois, je l'ai fait. C'était Ale. Elle n'a pas commencé par une salutation. Elle a juste dit « on part ». Je n'ai rien dit. Elle a continué « on déménage hors de l'État ». Greg est en liberté conditionnelle. Maman cherche du travail dans l'Idaho. J'ai failli rire. L'Idaho. Puis elle a dit « je ne t'en veux pas ». Je ne serais pas resté non plus. Après ça, la ligne s'est coupée et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. 2 jours plus tard, Ray et moi avons conduit jusqu'à la maison. Ils étaient vraiment partis cette fois. Toutes leurs affaires avaient disparu. Même la balançoire du Porsche avait disparu. La seule chose qui restait était un sac en plastique de courrier indésirable scotché à la porte et une grenouille en céramique du jardin de ma mère qu'elle avait apparemment oubliée. Je l'ai jeté à la poubelle. J'ai commencé à y retourner petit à petit. D'abord pour nettoyer, puis pour peindre. J'ai repeint tous les murs, j'ai enlevé les rideaux, j'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai frotté les plinthes, bouché les trous, remplacé les lumières. Il a fallu des semaines, mais petit à petit, la maison a commencé à moins ressembler à la leur et plus à la mienne. Ray m'a aidé à construire de nouvelles étagères. Il m'a appris à installer un ventilateur de plafond. Il a même rapporté un téléviseur à écran plat d'occasion de son magasin et m'a aidé à l'installer dans le salon. Au début de l'été, j'étais prêt à réemménager pour de bon. La première nuit où j'y ai dormi, c'était étrange. Calme. Pas un calme paisible. Un calme troublant. Je m'attendais à entendre Greg faire les 100 pas en bas ou le son de la voix de ma mère appelant le nom de quelqu'un d'autre que le mien. Mais la maison est restée silencieuse, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. 3 semaines après que j'ai réemménagé, je préparais le dîner un soir quand j'ai entendu quelqu'un à la porte de derrière. Pas frappé, juste debout, respirant. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau et j'ai figé. C'était Greg. Il avait l'air pire que jamais. Maigre, nerveux, pâle. Ses yeux n'avaient pas l'air normaux. Il n'était pas ivre. Il était autre chose, quelque chose de nerveux et de dangereux. Il ne m'a pas vu. Il est juste resté là à regarder à travers la vitre, les mains dans les poches. Je n'ai pas bougé. Après peut-être une minute entière, il s'est retourné et est parti. Pas de coups, pas de cris, juste parti. J'ai appelé Ray. Il est venu tout de suite et a installé des caméras. Ce soir-là, on a déposé un rapport, mais comme aucun crime réel n'avait été commis, la police a juste haussé les épaules. Malgré tout, je n'ai pas bien dormi pendant une semaine. Greg n'est pas revenu, mais je savais qu'il n'en avait pas fini. 2 mois se sont écoulés. L'école a recommencé. J'ai pris un rythme. J'ai maintenu mes notes, je suis resté en dehors des ennuis. Les gens ont arrêté de poser des questions. Mais un après-midi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé une enveloppe manie scotchée à la porte d'entrée. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Pas de signature, pas d'adresse de retour. Tout ce dont j'avais besoin, c'était la première ligne pour savoir de qui elle venait. Tu crois que c'est fini? Il a continué à parler de vengeance, de la façon dont je m'étais moqué de lui,
de la façon dont il n'avait plus rien à perdre. Et au bas de la page, une ligne griffonnée au marqueur épais, « À bientôt, gamin ». Ray a emmené la lettre directement à la police. Ils l'ont prise plus au sérieux cette fois. Une ordonnance de protection a été émise. Les voitures de patrouille ont commencé à passer un peu plus souvent devant la maison. Je n'avais pas peur. J'étais juste fatigué. Fatigué d'avoir affaire à quelqu'un qui n'avait aucune intention de lâcher prise un jour. Fatigué de ma mère qui faisait semblant de ne pas l'avoir choisi. Fatigué de toute cette histoire qui me hantait encore. Alors, j'ai pris une décision. J'ai appelé ma mère pour la première fois en près de 6 mois. Elle a décroché tout de suite. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je lui ai dit que je connaissais la lettre. Je lui ai dit que Greg menaçait à nouveau. Je lui ai dit que si quelque chose m'arrivait, à Ray ou à la maison, je porterais plainte assez fort pour le mettre en prison pendant 10 ans. Elle n'a rien nié. Elle a juste dit qu'elle lui avait parlé. Et j'ai dit, ne te donne pas la peine. C'est la dernière fois qu'on se parle. Puis j'ai raccroché, parce que la vérité, c'est que Greg n'était pas le seul à avoir tout perdu. Elle aussi. Après cet appel, j'ai bloqué son numéro. Je n'étais pas intéressé à entendre des excuses ou des justifications. Si elle choisissait toujours Greg, elle pouvait vivre avec les conséquences. J'en avais fini de donner aux gens des chances qu'ils ne méritaient pas. Pendant un certain temps, c'était de nouveau calme. J'ai continué à aller à l'école, j'ai continué avec mon travail à temps partiel à l'épicerie, j'ai entretenu la maison. Ray venait me voir tous les 2 jours, parfois en apportant le dîner, parfois en aidant à réparer des choses. Il n'a plus jamais mentionné Greg, et j'ai apprécié ça. On savait tous les deux que ce n'était pas fini, mais aucun de nous ne voulait le dire à voix haute. Puis la vitre de la fenêtre avant s'est brisée. C'était un mercredi soir. Je venais de rentrer à la maison, j'avais déposé mon sac près de la porte et j'étais à moitié en train de réchauffer des restes quand j'ai entendu le fracas. Le son était aigu, violent, indubitable. Du verre a explosé sur le sol du salon. Je me suis jeté au sol rapidement, le cœur battant la chamade. J'ai rampé dans le couloir et j'ai d'abord appelé Ray, puis la police. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que les lumières clignotantes peignent le plafond en bleu et en rouge. Ils ont trouvé les pierres encore au milieu du tapis, enveloppées dans du tissu et scotchées. À l'intérieur, une autre note, « Tu crois que tu es en sécurité ? Tu crois que cette maison te protégera ? Tu n'es rien sans l'argent de ton papa. » Ray est apparu avant qu'il n'ait fini de balayer le verre. Il n'a pas dit un mot. Il a juste regardé la pierre, puis la fenêtre, puis moi. On savait tous les deux qu'il était temps d'en finir. Le lendemain, on a déposé une plainte officielle pour violation de l'ordonnance d'interdiction. 3 nuits plus tard, Greg a été arrêté devant un magasin d'alcool, ivre et résistant. Ils l'ont gardé toute la nuit. Puis ils l'ont relâché. On n'a pas été surpris. C'est là que Ray est devenu sérieux. Il est retourné au tribunal, pas seulement avec notre avocat. Il a fait venir un détective privé. On a engagé quelqu'un pour suivre les mouvements de Greg, chaque interaction, chaque message, chaque fois qu'il s'approchait trop de la maison, chaque violation de l'ordonnance. On a commencé à construire un dossier, non seulement pour le mettre derrière les barreaux, mais pour s'assurer qu'il n'ait aucun moyen de s'approcher de moi à nouveau. Mais Greg n'attendait pas le tribunal. Un samedi après-midi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la porte du garage forcée. Des outils éparpillés. Des boîtes déchirées. Rien n'a été pris, juste détruit. Sur le mur du fond, peint à la bombe en rouge, « Tu ne te débarrasseras jamais de moi ». Ray est arrivé en moins de 10 minutes. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il a juste dit une chose, il est temps. On a demandé une ordonnance d'interdiction permanente. On a insisté pour harcèlement aggravé, dommages matériels, intrusion criminelle. Le détective privé a trouvé la preuve que Greg avait dormi dans son camion à 3 pâtés de maison de mon école. Il me suivait, il surveillait la maison. Le procureur a pris l'affaire. Il a dit qu'il pouvait l'accuser en tant que récidiviste avec intention d'intimider un mineur. Des trucs sérieux. Le genre d'accusation qui colle. Mais avant même que l'audience n'ait lieu, quelque chose d'autre a tout changé. Ma mère s'est présentée à l'improviste au milieu de l'après-midi. Je venais de rentrer de l'école. Elle attendait sur le porche, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, des cernes sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Je ne voulais pas lui parler.
Je lui ai dit de partir. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, tremblant, tenant un dossier. À l'intérieur, des papiers de divorce. Elle a dit qu'elle partait. Greg a dit qu'elle devait choisir un camp, et elle l'a finalement fait. Elle a dit qu'elle avait peur pour sa vie, peur pour la mienne, qu'elle ne savait pas à quel point les choses avaient empiré avant qu'il ne soit trop tard. Que la nuit où Greg a jeté la pierre, il lui a dit ce qu'il avait fait, qu'il en avait ri. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas si je la croyais. Puis elle a dit une autre chose qui m'est restée dans la tête pendant des jours, il a dit que s'il ne pouvait pas avoir la maison, personne ne pourrait. Ray est venu ce soir-là. On a déménagé tout ce qui avait de la valeur hors du garage, on a changé toutes les serrures à nouveau, on a barricadé les fenêtres de derrière au cas où, parce que l'audience approchait et que Greg était dans une spirale infernale. Et s'il n'avait vraiment plus rien à perdre, alors quelque chose de pire allait probablement arriver. 3 nuits avant l'audience, quelqu'un a mis le feu dans la ruelle derrière la maison. C'était petit, ça atteignait à peine le bord de la clôture. Les pompiers ont dit qu'il semblait que le feu avait été allumé avec un bidon d'essence et un vieux t-shirt. Ils l'ont éteint avant qu'il ne se propage, mais le message était clair. Greg avait finalement franchi la ligne rouge. Les flics étaient là en quelques minutes. Cette fois, ils n'ont pas haussé les épaules. Ils ont appelé ça une tentative d'incendie criminel. Intention d'intimider, possible crime. Tout est monté d'un cran. Le détective a même dit à Ray, celui-là ne s'en tirera pas avec une probation. J'ai passé la nuit chez Ray. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque bruit ressemblait à un avertissement. Chaque rafale de vent contre le mur me faisait sursauter. Ray n'a pas dit grand-chose, mais il est resté éveillé aussi, il a gardé la télévision allumée, il a gardé son téléphone près de lui. Et puis est venue l'audience. Ce n'était pas un long procès. Tout était déjà empilé contre Greg, les violations de l'ordonnance d'interdiction, les notes, le rapport du détective privé, la fenêtre cassée, l'incident du garage, l'incendie. Ils avaient des photos, des horodatages, des témoignages, même un message vocal que Greg a laissé sur le téléphone de ma mère menaçant de tout faire s'écrouler. Greg ne l'a même pas nié. Il s'est tenu là au tribunal, portant une chemise froissée et des baskets dépareillées, et a dit au juge qu'il n'avait rien à s'excuser. Il a dit que j'avais ruiné sa vie. Il a dit que la maison appartenait maintenant à sa famille. Que j'étais juste un gosse pourri gâté avec un père mort et une rancune. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le juge l'a regardé fixement pendant quelques secondes, puis lui a posé une question, « Avez-vous quelque chose à dire avant que je prenne ma décision ?» Greg n'en avait pas. Il s'est juste rassis comme un ballon dégonflé. La décision a été immédiate. Ordonnance d'interdiction prolongée. Peine maximale pour les violations. Amende. Travaux d'intérêt général. S'il s'approchait à moins de 150 mètres de la maison, de moi ou de Ray, ce serait une peine de prison automatique. L'affaire d'incendie criminel était toujours en suspens, mais le procureur avait suffisamment d'éléments pour aller de l'avant avec ou sans condamnation. Ma mère n'est pas venue à l'audience. Elle m'a envoyé un texto après, « J'espère que ça t'apportera la paix ». Je n'ai pas répondu. Greg était officiellement sorti de ma vie. Plus de surprises, plus de jeux. C'était fini. Un mois s'est écoulé. Plus de notes, plus de fenêtres brisées, plus de messages. Ale n'est jamais revenu. Ma mère a déménagé dans une autre ville, a trouvé un emploi dans un restaurant et a arrêté d'essayer de me contacter. La maison est redevenue silencieuse, mais cette fois, elle ne s'est pas sentie vide. Elle s'est sentie mienne. Un samedi, j'ai fini de repeindre le dernier mur du salon. Ray s'est arrêté pour déposer un nouveau paillasson. J'ai ri quand j'ai vu ce qu'il disait, c'est toujours la maison de Kevin. On a fait griller des hamburgers dans le jardin ce soir-là, on a mis de la musique, et on n'a pas du tout parlé de Greg. Pour une fois, il n'y avait rien qui planait au-dessus de nous. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai regardé autour de la pièce qui était autrefois celle de Ale, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de vengeance, pas de victoire, juste de la paix. Greg avait essayé de tout me prendre, ma maison, ma famille, mon sentiment de sécurité, mais au final, il est reparti les mains vides. Et moi? J'ai tout récupéré. Même la maison. Surtout la maison.